Vers l'an 1000, au cœur de l'Europe chrétienne, un territoire musulman nommé Al-Andalus s'étend sur la péninsule ibérique. Son puissant calife y fait construire le plus vaste et le plus fastueux palais de son temps. Un concentré de raffinement artistique et de technologie, une œuvre gigantesque en avance de plusieurs siècles. Le calife la baptise Madinat al-Zahra, ce qui signifie la ville brillante. À quoi ressemblait cette ville? Qui était ce calife bâtisseur? Dans quel but a-t-il construit son palais? Aujourd'hui, la ville cache encore de nombreux secrets. De récentes découvertes archéologiques relancent les recherches sur ce site millénaire et dans l'Andalousie tout entière. Un nouveau chapitre de l'histoire du fabuleux palais de Madinat al-Zahra va s'ouvrir. La Sierra Morena, dans le sud de l'Espagne. À première vue, cette chaîne de montagnes qui se déploie au cœur de l'Andalousie est un des endroits les plus sauvages et les moins peuplés du pays. Pourtant, il y a plus de 1000 ans, c'est sur ce site qu'un calife décide de bâtir une cité majestueuse qui va marquer la puissance de son règne. Palais, patios, mosquées, les vestiges de cette cité immense laissent imaginer un luxe rarement égalé en Occident comme en Orient. Malgré plus d'un siècle de recherche, les archéologues ont fouillé à peine 10% du site. Et Madinat al-Zahra n'a encore dévoilé qu'un fragment minuscule de son histoire. Aujourd'hui, chercheurs et restaurateurs travaillent sans relâche pour tenter de percer ses secrets et lui redonner son éclat. Aux yeux des historiens et des scientifiques qui étudient l'islam médiéval, ce site est unique au monde. Les califes du début de la période islamique se sont construits d'immenses cités palatiales pour démontrer leur toute-puissance. C'est le cas à Bagdad, où idéalement nous devrions mener nos recherches. Mais aujourd'hui, il est impossible de fouiller à Bagdad. Et il n'est pas non plus facile de fouiller au Caire, où se trouvent d'autres palais de califes datant de ces premiers temps de l'islam. Mais ici, en Espagne, nous pouvons fouiller une cité construite par un calife. Et c'est le seul endroit où il est possible de le faire. Madinat al-Zahra est un site vraiment exceptionnel du patrimoine mondial. Il connecte l'architecture et la nature de façon unique. On ne voit ça nulle part ailleurs. Cette position à flanc de montagne offre à la ville une vue impressionnante sur le paysage. Un panorama très ample qui s'étend à plus de 90 km. Les archéologues estiment aujourd'hui que la ville s'étendait sur 112 hectares répartis sur plusieurs terrasses. Le temps nécessaire pour fouiller cette ville gigantesque semble infini. Et la cité du calife cache encore de nombreux mystères. Cette année,
La campagne de fouilles, dirigée par Antonio Valero et Félix Arnold, est cruciale, car elle s'intéresse à des parties de la ville qui n'ont encore jamais été étudiées. Une zone mystérieuse intrigue particulièrement les scientifiques. Grâce à un drone équipé d'un scanner 3D, l'étude de son relief a permis aux archéologues de détecter des irrégularités de terrain. Depuis un siècle, les fouilles de Madinat al-Zahra se concentrent à l'intérieur du palais. Mais pour cette nouvelle mission, il m'a semblé très intéressant d'étudier la place située à l'extérieur du palais, afin de comprendre la relation entre le calife et son peuple. Les chercheurs ouvrent simultanément plusieurs sondages. Et après quelques semaines, les premiers vestiges sortent de terre et confirment leurs soupçons. Il y a bien un édifice gigantesque enfoui sous leurs pieds. Antonio Valero et Félix Arnold examinent cette première découverte. Certains indices nous font penser que ce bâtiment n'est pas comme les autres. Mais pour l'instant, ces indices sont très difficiles à interpréter. Quel est ce mystérieux édifice? Quelle pourrait être sa fonction dans cette ville califale? Pour mener leur enquête, les archéologues doivent d'abord prendre du recul et tendre leur regard sur le site tout entier. Car la présence même de cette cité est une énigme. Pourquoi une ville musulmane de cette importance a-t-elle été construite ici au Xe siècle, si loin de l'Orient, et dans un Occident alors majoritairement chrétien? Pour répondre à cette question, il faut remonter le cours du temps et retourner dans la lointaine Arabie, 3 siècles avant la construction de Madinat al-Zahra. En l'an 632 de notre ère, la mort de Mahomet, fondateur de la nouvelle religion musulmane, provoque des conflits dans sa communauté. Il dégénère rapidement en guerre civile. Mais en 680 après Jésus-Christ, la désignation d'un calife, issu de la même tribu que le prophète et fondateur de la dynastie des Omeyyades, ramène le calme. Le califat omeyyade, dont la capitale est Damas, est alors le plus grand empire musulman de l'histoire. Après 711, son territoire s'étend vers l'ouest et 5 ans plus tard, apparaît pour la première fois sur une pièce de monnaie le terme d'Al-Andalus, qui désigne l'Espagne musulmane par opposition à l'Hispania des chrétiens. Al-Andalus donnera son nom à l'Andalousie d'aujourd'hui. La capitale de cette nouvelle province devient Cordoue, où affluent de nouveaux habitants. Quelles sont les populations qui ont accompagné la naissance d'Al-Andalus? Des scientifiques de l'université de Grenade ont collecté de nombreux ossements découverts dans des nécropoles musulmanes de cette époque, disséminés sur tout le territoire espagnol. À partir de prélèvements ADN sur ces restes humains, les généticiens peuvent aujourd'hui déterminer les caractéristiques de ces nouveaux groupes ethniques arrivés en Al-Andalus au Moyen Âge.
L'analyse des dents nous fournit des informations différentes et complémentaires de celles que nous donnent les os. D'abord, il est beaucoup plus facile d'obtenir de l'ADN à partir de la racine des dents que de fragments d'os. Chez certains individus, grâce à ces informations complémentaires, on peut découvrir si durant leur vie, ils ont bougé, s'ils ont migré, s'ils ont changé de lieu de résidence. Un seul petit milligramme de cette poussière de dents suffit à révéler l'origine géographique des individus et permet ainsi de retracer leur migration. Ces populations viennent majoritairement du nord de l'Afrique et du Proche-Orient. On trouve aussi une présence très importante de populations originaires de Byzance et d'Anatolie. De la lointaine Bagdad à l'Afrique du Nord toute proche, la prospérité du nouvel émirat d'Al-Andalus attire donc des populations de tout le bassin méditerranéen. Ce succès des Omeyyades va être de courte durée. En Orient, en 750, les Omeyyades sont massacrés sans pitié par les Abbassides, une autre dynastie arabe, qui s'empare du pouvoir et les pourchasse. Un seul des héritiers Omeyyades parvient à leur échapper. Il s'appelle Abd al-Rahman Ier. Au 8e siècle, Abd al-Rahman Ier est poursuivi par les Abbassides. Il quitte Damas et fuit jusqu'à Al-Andalus. Il fonde alors la dynastie des Omeyyades d'Occident. Sur le chemin qui le mène vers Al-Andalus, Abd al-Rahman fédère des troupes arabes et berbères. Il renverse alors l'émir en place, conquiert le territoire et installe son pouvoir à Cordoue, et prend le titre d'Abd al-Rahman Ier. Il décide de construire des forteresses monumentales pour se protéger des ennemis extérieurs, à l'image de celles bâties au Xe siècle par ses successeurs à Gormaz, dans la province de Soria. La plus spectaculaire forteresse d'Al-Andalus marquait alors la frontière avec les royaumes chrétiens du Nord. Dans sa version définitive, celle que nous voyons aujourd'hui, c'est un immense château qui se sert parfaitement de tous les contours de la colline. C'est l'un des plus grands châteaux d'Espagne, sinon le plus grand, et peut-être l'un des plus grands d'Europe, en tant que château isolé. Ce n'est pas une grande ville-forteresse comme Carcassonne, mais en tant que château isolé, il est énorme. Il est logique qu'une citadelle de cette taille soit construite à l'endroit précis où se trouvent les menaces. Elle est très impressionnante. Elle est la clé qui permet d'entrer à Al-Andalus. Les successeurs d'Abd al-Rahman Ier répartissent ce type de fortification sur tout le territoire d'Al-Andalus. Chacune d'entre elles étant le siège d'une garnison prête à intervenir au moindre soulèvement contre le pouvoir en place. Le nouveau maître d'Al-Andalus prend alors le titre d'émir, c'est-à-dire de gouverneur. Près de 150 ans plus tard, son lointain successeur monte sur le trône. Le jeune et ambitieux Abd al-Rahman III n'a que 21 ans quand il devient le nouvel émir de Cordoue. Il hérite d'un état prospère et d'une haine envers les Abbassides qui, à ses yeux, sont les assassins de ses ancêtres et les usurpateurs du trône du calife omeyyade en Orient. Abd al-Rahman III souhaite venger sa dynastie et nourrit de grands desseins pour Al-Andalus. Il commence par mater de nombreux soulèvements, met un terme aux troubles qui agitent l'Andalousie depuis plusieurs décennies pour se consacrer à son ambitieux projet, devenir le chef de tous les croyants et être calife à la place de celui de Bagdad. Les chroniques médiévales résument en une phrase sa nouvelle vision du monde. Il veut qu'un soleil se lève sur l'Occident et éteigne celui de l'Orient.
Mais comment y parvenir? Tout calife qui se respecte se doit d'avoir une capitale à son image, créée uniquement pour lui et qui symbolise la prospérité de son règne. Abd al-Rahman III va donc construire ici la plus grande, la plus belle et la plus évoluée des cités du monde. Un joyau qui éclipsera tous les autres. Ce que construit Abd al-Rahman III à 8 km de Cordoue, ce n'est pas à proprement parler un palais. C'est une ville immense, la plus grande que l'on ait construite en Méditerranée à cette époque. Sur les fouilles de Madinat al-Zahra, un mur épais construit en bloc massif retient l'attention des archéologues. En l'observant, Félix Arnold reconnaît les méthodes de construction de l'époque. Les murs sont construits avec des assises qui ont toutes la même hauteur, avec des blocs très grands et très lourds, pesant chacun 150 kg. On voit ici le mortier de chaux entre les pierres. Une fois le mur construit, on enduisait le tout avec du mortier de chaux et ensuite on polissait et on peignait des lignes rouges par-dessus. C'est la même méthode de construction que pour le palais. Donc on peut supposer que les deux ont été construits à la même époque. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on acheminait ici chaque jour 6000 blocs pour la construction. La quantité de pierres acheminées est très impressionnante. Au total, ils ont amené sur ce site 11 millions de pierres. C'est autant que pour la pyramide de Khéops en Égypte, et pas seulement pour la quantité. Ces pierres ont été transportées en seulement 30 ans, dans le même laps de temps que pour cette grande pyramide. Mais ici, c'était pour toute une ville. Une ville tout entière édifiée en à peine 30 ans. Le projet pharaonique d'Abd al-Rahman III est à la hauteur de ses ambitions. Pour l'époque, ce délai de construction est exceptionnel et fait de Madinat al-Zahra le chantier le plus colossal de son temps. À l'époque, il n'existait rien de semblable en Espagne, ni dans la péninsule ibérique. C'est une image de ce que représente le pouvoir et l'État à cette époque. Après un examen attentif, certains blocs pourraient appartenir à la muraille qui entourait le palais, et dont il reste aujourd'hui quelques vestiges. Mais une question demeure. Cette muraille s'étendait-elle jusqu'à la résidence du calife? Pour mener son enquête, Félix doit utiliser les dernières technologies numériques afin de compléter le travail de terrain. Il fait aujourd'hui appel à Alberto Luque. Nous sommes ici, n'est-ce pas? Face à ce mur que tu connais bien. Absolument. C'est le mur qui ferme cette partie du palais. J'imagine que les murs étaient plus élevés que ça. Oui, ils avaient 3 mètres de plus en hauteur. Maintenant, on aimerait documenter cette enceinte. Nous nous trouvons ici devant le grand mur d'enceinte du palais. Il faisait plus de 150 mètres de long et plus de 11 mètres de haut. Et il entourait le jardin du grand palais du calife. Il devait impressionner.
Il devait faire de l'effet. Quand on s'en approchait, on était tout de suite frappé par cet enchaînement de grands murs qui s'échelonnent de plus en plus haut. Cette vision rappelait tous les jours au peuple qu'une personne très puissante vivait ici. Imagine que tu es en train de marcher sur le chemin de Cordoue, en direction de Madinat. Tu y vois cette ligne de murailles. Depuis les terrasses, on pouvait apercevoir les jardins et de nombreux bâtiments blancs. Et tout en haut, la résidence du calife. On n'avait jamais vu quelque chose d'équivalent à Al-Andalus. On n'avait jamais vu ça, et d'ailleurs, on ne reverra plus jamais ça par la suite. Alberto Luque est expert en photogrammétrie et l'un des meilleurs connaisseurs de l'architecture de Madinat al-Zahra. Il y a maintenant 15 ans, nous avons entamé un travail de reconstruction virtuelle en 3 dimensions de tous les espaces de la ville qui ont été fouillés et étudiés. La première étape de ce travail a été la reconstitution de l'enceinte de la ville tout entière, dont il ne reste presque plus aucun vestige. Ce mur de fortification gigantesque formait un rectangle de 1500 mètres de long sur 700 mètres de large. Il matérialisait les limites de la cité et la protégeait des attaques extérieures. Il est très compliqué d'interpréter la forme de ces bâtiments et la façon dont ils étaient construits, car tout ça a disparu. Il faut donc se fier aux indices très concrets et rares que l'on trouve sur le terrain, comme les vestiges de petites colonnes, qui peuvent être interprétés comme des décors. Malgré ces difficultés, Alberto parvient à reconstituer la muraille du palais et le résultat est spectaculaire. La demeure du calife occupait un quart de l'espace de la ville, soit près de 28 hectares. Pendant qu'Alberto fait progresser le modèle 3D de la cité, Félix fait une découverte discrète, mais essentielle. Un sol se dévoile et il est recouvert d'un enduit rouge. Pour l'archéologue, la présence de cet enduit est l'indice clair que cet édifice occupait une place très importante dans la cité. Car on le retrouve dans le palais, qui est le bâtiment le plus emblématique de la ville et dont les équipes de restauration ont pour mission d'en préserver la fragile splendeur. Ce site a plusieurs problèmes de conservation. C'est une lutte entre le temps et nous. Le temps passe et les micro-organismes, les lichens, l'humidité ou le mouvement des murs dégradent le site. Nous freinons cette dégradation. Puis le temps passe, puis nous freinons à nouveau. En plus, il y a des endroits qu'il faut protéger à cause de l'érosion, du vent, de la pluie. Ou si nous voyons que les bords des peintures s'effritent, que le mur est poudreux, nous essayons de le consolider pour garder une bonne adhérence entre le mur et la peinture. Petit à petit, le travail de restauration de Sonia et Marina laisse deviner la vie du calife dans cette partie du palais. Je m'imagine le calife entouré de ses serviteurs, le parement peint en blanc, le soubassement en rouge,
le sol en marbre, les serviteurs qui attendent de servir le calife, le va-et-vient le long des allées. C'est ainsi que je l'imagine. Tu sais, la première fois que j'ai travaillé ici, c'était très tôt le matin. Et j'ai vu le jour se lever en descendant de la terrasse depuis le haut. Je te promets que cela m'a ému. C'est incroyable. Cela m'émeut toujours. En voyant le soleil se lever, ça ne me surprend pas qu'Abd al-Rahman ait choisi ce site pour construire sa ville. Avec l'achèvement du palais de Madinat, la notoriété du nouveau maître d'Al-Andalus commence à se répandre jusqu'aux confins du monde méditerranéen. La rumeur parle d'une construction fabuleuse, au luxe inouï. Comment savoir aujourd'hui à quoi ressemblaient ces splendeurs uniques au monde? Que ressentaient ceux qui avaient le privilège de les admirer? Un seul témoignage nous le décrit. Il se trouve loin de l'Espagne et du palais du calife. Il se cache ici, à la Bibliothèque nationale de France. Quand on parle d'un texte qui est écrit au Moyen-Âge, la bonne méthode, c'est de rechercher les manuscrits. Où sont-ils? Combien y en a-t-il? Quel est le plus ancien? Et dans le cas qui nous occupe, il n'y en a qu'un de connu, et c'est celui qui est conservé à la Bibliothèque nationale. C'est un manuscrit qui relate la vie de Jean de Gorze, qui, en 956, part à Cordoue pour une ambassade auprès du calife Abd al-Rahman III. Ce qui est très émouvant, c'est qu'il garde les stigmates des aléas des différents siècles et il est très abîmé, notamment dans sa dernière partie, la vie de Jean de Gorze, et les 3-4 derniers feuillets qui relatent l'ambassade à Cordoue sont très mutilés. Malgré son statut d'ambassadeur du royaume germanique, l'abbé Jean de Gorze doit patienter de longs mois avant d'être reçu par Abd al-Rahman III. Quand arrive enfin le moment attendu, l'émissaire est inquiet. Comment va se dérouler sa rencontre avec ce mystérieux calife, jusque-là invisible? Au jour fixé pour son audience, on déploie l'apparat le plus recherché. Tout le chemin, depuis leur lieu d'hébergement jusqu'à la ville et au palais royal, est rempli des deux côtés de rangées d'hommes très différents. Ici, les fantassins debout, la lance au pied, puis d'autres qui brandissent des javelots et des piques. Ensuite, des hommes armés à la légère et montés sur des mules. Puis, des cavaliers qui excitent de l'éperon leurs chevaux en les faisant se cabrer. De hauts dignitaires s'avancent à leur rencontre. Devant l'entrée, dehors, le sol était tout entier recouvert de tapis et des tissus les plus précieux. Ébloui par l'accueil spectaculaire qui lui est fait, Jean de Gorze pénètre enfin dans le palais et y découvre un monde totalement inconnu des habitants de l'Europe chrétienne. Un monde fait de luxe et de raffinement, dont les racines s'étendent loin en Orient. Certains des éléments les plus frappants que découvre Jean de Gorze ont traversé le temps. Parmi eux, les chapiteaux sont les plus spectaculaires. Ils surmontaient les colonnes et décoraient de nombreuses pièces de la demeure du calife. Ils tiennent une place unique dans l'histoire de l'art de l'islam et sont l'une des marques de fabrique de Madinat al-Zahra. Aujourd'hui encore, ils témoignent de cet âge d'or. Les chapiteaux de Madinat al-Zahra sont intrinsèquement liés à la création de la ville. Et bien qu'ils s'inspirent des modèles classiques des chapiteaux d'époque romaine, ils en diffèrent non seulement par leur style, mais aussi par l'utilisation d'une nouvelle technique.
Cette technique, appelée le trépan, consiste à réaliser une série de perforations qui créent des effets de clair-obscur très impressionnants. En plus de cette nouvelle technique, il se différencie aussi par la stylisation et la schématisation des décors. Ces chapiteaux commencent à être définis comme chapiteaux dits en nid de guêpe. C'est le style de représentation caractéristique du chapiteau califal d'Al-Andalus. Depuis le début des fouilles de la cité, les archéologues ont découvert des dizaines de ces éléments décoratifs. À l'origine, ils étaient encore bien plus nombreux. Les chroniques parlent de 4313 colonnes de marbre, blanc, gris ou rose, venant des 4 coins de la Méditerranée. Et donc d'autant de chapiteaux, chacun portant le nom de l'artisan qui l'a fait naître. D'autres matériaux très recherchés venaient de contrées lointaines, comme le jade, l'ébène ou le rubis. Pour les travailler, le calife attire les meilleurs artisans de Bagdad, de Damas ou de la lointaine Byzance pour bâtir sa gloire. Sur les fouilles du mystérieux édifice, les archéologues continuent d'accumuler les indices qui témoignent de la richesse de son décor. Nous sommes dans la zone 1. On trouve fondamentalement de la pierre cassée, du marbre aussi, des décorations et une partie du revêtement qui recouvrait les murs. Chaque morceau d'enduit mural, chaque fragment de marbre, chaque vestige découvert en fouille est amené ici, au musée de Madinat al-Zahra. Dans les ateliers, ce précieux matériel est soigneusement nettoyé et répertorié avant d'être analysé dans le détail. Aujourd'hui, les fragments d'enduit de l'édifice découvert sont patiemment traités par les restaurateurs. Dans le laboratoire voisin, c'est une production artistique exceptionnelle qui fait l'objet de l'attention des chercheurs. Avant ça, on n'avait jamais vu une céramique avec de telles illustrations dans toute la péninsule. C'est vraiment unique. Les couleurs sont très caractéristiques. Il n'y a aucun équivalent ailleurs à cette période. Pas même du côté des califats abbassides et fatimides. Elle est vraiment spécifique à la péninsule ibérique et aux Omeyyades. La base du matériau est blanche et le vert apparaît grâce à l'oxyde de cuivre. La teinte qui mélange le violet et le noir provient du manganèse. On peignait sûrement le décor avec ces oxydes, puis les couleurs ressortaient une fois la cuisson terminée. Chaque fois que je suis confrontée à un de ces objets, mon sentiment est assez particulier. C'est difficile à décrire parce qu'on se dit « Qui a pu toucher cet objet ? Dans quelle main est-il passé ? Sur quelle table ? Qu'a-t-il vu ? Qu'a-t-il entendu ? À quel moment ? » On se pose ces questions. Et chez moi, ça provoque une vraie émotion. Au fur et à mesure de son parcours dans le palais,
le visiteur découvrait l'étendue de son luxe. Ce raffinement se nichait dans les plus petits détails. Au musée de Cordoue, cette délicatesse fait toujours l'admiration de son conservateur, José Escudero. La vie était vraiment luxueuse, avec des colliers de perles, de filigrane, avec tout un tas d'éléments cousus sur les robes, les pendentifs, les boucles d'oreilles, les bracelets sur les poignets, et certainement aussi sur les chevilles. C'est évident que lorsque l'on veut impressionner quelqu'un, on sort tout ce qui est beau, tout ce qui est riche. Nous, les archéologues, nous avons une imagination assez développée. Reconstituer cette vie est impossible, mais les indices sont suffisants pour se faire une idée de la façon dont ça se passait. Le palais regorgeait d'œuvres d'art dont les savoir-faire venaient des terres lointaines d'Orient. Unique en Europe, cette virtuosité émerveillait le visiteur occidental et faisait la renommée de Madinat al-Zahra. Sur la fouille, Félix dessine patiemment les découvertes du jour. Des liens entre les structures commencent à apparaître. L'archéologue espère pouvoir assembler toutes les pièces du puzzle et découvrir ainsi la ville dans son intégralité. Pourtant, un élément risque de lui manquer. Un élément essentiel des cités califales, mais qui a disparu à jamais. Les jardins du palais. Voilà l'autre marque spectaculaire de la puissance du calife. L'univers végétal de Madinat al-Zahra était un signe aussi important que son architecture pour affirmer les ambitions politiques du nouveau souverain. Inconnue dans le reste de l'Europe chrétienne, la maîtrise d'œuvre de ces jardins était sans doute la plus grande découverte aux yeux du visiteur occidental de l'époque. Ce qui rend les jardins de Madinat al-Zahra exceptionnels, c'est qu'ils sont les premiers jardins du monde islamique. Ces jardins sont traversés par deux grands axes perpendiculaires qui délimitent 4 grands carrés de végétation. Ils offraient un spectacle merveilleux en mêlant le bruit de l'eau avec l'odeur des plantes. La verdure, la fraîcheur, le vers décrit par les poètes qui racontent la beauté du jardin et l'élévation de l'âme lorsqu'elle se trouve en ces lieux. Et le bruit de l'eau recrée des oasis de bien-être, parfois comparées au paradis coranique. Mais aujourd'hui, comment peut-on s'imaginer cette œuvre d'art végétal perdue pour toujours? Pour revivre les sensations de ces jardins exceptionnels, les archéologues tournent leur regard vers Grenade. Car même si les célèbres jardins de l'Alhambra ont été réalisés plusieurs siècles après ceux de Madinat, ils permettent d'imaginer la splendeur du jardin d'Abd al-Rahman III.
Il est probable que les jardins de l'Alhambra incarnent le sommet de toutes les connaissances et de tout le savoir-faire de ceux de Madinat al-Zahra. Il s'agit donc bien d'un héritage extrêmement précieux, où une grande partie des espèces étaient utilisées dans un jardin potager merveilleux et savamment agencé, qui associait des senteurs et des couleurs très variées. Nous sommes alors sur un territoire où s'installe un peuple venu d'ailleurs. Et les peuples bougent avec leurs plantes. Au fil du temps, arrivent des vagues de nouvelles plantes, comme les agrumes, probablement aussi le citronnier. Ensuite, ça a été le tour des légumes. Je pense notamment à l'aubergine, à l'artichaut. On était en permanence en train d'expérimenter, d'hybrider. Ils ont été capables de dominer l'agriculture et la jardinerie comme personne d'autre au cours de l'histoire. Ce savoir-faire permet aux jardiniers d'Al-Andalus de créer des oasis paradisiaques. Ce qui implique la maîtrise d'un élément essentiel à la vie de ces jardins, l'eau. Le climat méditerranéen est un climat terrible pour les plantes. Il oblige à aller chercher de l'eau à différents endroits, mais également à assurer et améliorer les systèmes de captage, de distribution et de stockage de l'eau. À ce sujet, les Arabes possédaient une grande connaissance technologique ramenée du Proche-Orient. Là-bas, les systèmes de captage de l'eau étaient très évolués. Il s'agissait de chefs-d'œuvre d'ingénierie incroyables. Les archéologues se sont demandé comment Abd al-Rahman III avait réussi à acheminer toute l'eau nécessaire au bon fonctionnement de Madinat al-Zahra. Ils ont trouvé la réponse ici, dans les replis de la Sierra Morena. À l'origine, l'aqueduc de Valdepuentes, qui se trouve derrière nous, est un aqueduc romain. Puis il est réhabilité à l'époque d'Abd al-Rahman III, quand il envisage la construction de sa nouvelle ville, Madinat al-Zahra. L'aqueduc romain partait de la source d'une rivière de la Sierra Morena et son tracé se faufilait dans la montagne. Abd al-Rahman III fait réparer le vieil aqueduc avec son pont spectaculaire et le prolonge jusqu'à la ville sur une longueur totale de 16 km. Cet approvisionnement abondant d'une ville est une grande contribution d'Al-Andalus pour les techniques hydrauliques en Europe. Car ce système était rare dans les villes européennes du Moyen-Âge, y compris dans les villes des royaumes chrétiens du nord de la péninsule. L'eau est un élément essentiel pour une civilisation dont l'environnement ancestral est le désert brûlant des lointaines terres arabiques. À Madinat al-Zahra, les vestiges du réseau hydraulique sont la partie visible d'une prouesse d'ingénierie dont les archéologues n'ont pas encore percé tous les secrets. L'eau a donc plusieurs utilités. D'une part, on approvisionne en eau potable la population. D'autre part, elle sert à nettoyer le système sanitaire pour assurer l'hygiène. Et elle alimente également les salles de bain. Finalement, l'eau parvient aux grands jardins pour les irriguer.
Alberto Luque a sillonné les moindres recoins de la ville pour reconstituer en 3D le réseau hydraulique. Cette modélisation permet de comprendre dans le détail la complexité des flux de circulation. Le modèle numérique révèle la perfection du plan de circulation des eaux. Quand l'aqueduc arrivait à l'entrée de la ville, il se divisait en de nombreuses branches qui alimentaient en eau chaque zone du palais, et ce, 24 heures sur 24. L'hygiène était très importante dans cette civilisation. Grâce aux textes écrits et grâce à des objets retrouvés lors des fouilles, on sait qu'il y avait à Cordoue au moins 300 bains publics. Le hammam était une pratique très courante. C'était presque un héritage des thermes du monde romain. Mais ce n'est pas tout. Une petite pièce discrète du palais de Madinat a révélé la sophistication de l'ingénierie hydraulique qui distribuait et évacuait l'eau dans toute la ville. Le système hydraulique de Madinat al-Zahra est un système très complexe, autant par le système d'approvisionnement que par celui d'assainissement. Et les latrines bénéficient des deux systèmes. Comme beaucoup d'autres à Madinat al-Zahra, cette latrine a une caractéristique singulière. Elle a l'eau courante. C'est un système très sophistiqué, car dans d'autres endroits du monde islamique, même dans des époques postérieures au XVe siècle, dans des lieux comme l'Alhambra par exemple, les latrines ne disposent pas de l'eau courante. Toutes les maisons, même les plus humbles, même si elles appartiennent à une strate sociale très basse, disposent de latrines. Dans le monde romain, il y avait évidemment des latrines, mais uniquement dans les villas importantes. Les latrines n'étaient pas généralisées à l'ensemble de la population. Année après année, la reconstitution 3D du site progresse et le plan de cette cité luxueuse se complète. La ville se reconstruit sous les yeux des chercheurs qui prennent la mesure de son immensité et des bâtiments spectaculaires qui s'y élevaient. Mais combien de serviteurs, de soldats, de commerçants ou d'esclaves ont été nécessaires pour faire fonctionner ce palais des merveilles? Les chroniques médiévales sont muettes sur cette question et les scientifiques ont dû chercher la réponse ailleurs. Ils ont mis au point une méthode originale, utilisée à partir de l'observation de l'édifice le plus important d'une cité musulmane, sa mosquée. Avant d'utiliser cette méthode, il faut avoir une idée précise de l'aspect de ce bâtiment clé. Mais on en trouve aujourd'hui peu de vestiges. Pour compléter leur relevé de terrain, les archéologues décident de le reconstituer virtuellement, de ses volumes architecturaux à ses décors les plus raffinés. Leur travail de restitution se heurte à un obstacle de taille. Sur le site, il n'y a aucun élément décoratif. Pour en avoir une idée, ils doivent tourner leur regard ailleurs, vers un édifice exceptionnel et contemporain de la mosquée de Madinat. Entièrement préservée et devenue une église cathédrale en 1236, l'ancienne mosquée de Cordoue conserve toute la splendeur de l'âge d'or d'Al-Andalus. Bâtiment classé au patrimoine mondial de l'humanité, cette mosquée unique au monde
a été construite au 8e siècle de notre ère et transformée au siècle suivant. Son histoire est indissolublement liée à celle de la mosquée de Madinat al-Zahra et son décor en est comparable. À partir des fondations, les architectes qui ont construit cette mosquée ont élevé des arcs sur une double hauteur. Ces arcs superposés sont typiques de cette mosquée. Les arcs du dessus soutiennent le bâtiment. Ils ont une forme de fer à cheval et alternent la pierre blanche et la brique rouge, ce qui donne cette couleur caractéristique. Les arcs outrepassés qui se trouvent sous ces arcs supérieurs sont caractéristiques également du monde islamique. Ils servent à renforcer, c'est-à-dire à coudre les colonnes pour les empêcher de bouger. Grâce au relevé de terrain obtenu par les archéologues et les éléments de décor observés à la mosquée de Cordoue, l'enquête avance. Alberto complète les données et redonne vie à la mosquée de Madinat al-Zahra, disparue il y a près de 1000 ans. Certains éléments, comme le minaret, ont été très compliqués à reconstruire, car on n'avait aucune idée claire de son sommet. On ignorait s'il s'agissait d'une coupole ou d'autre chose. Mais grâce à des petits vestiges trouvés au pied du minaret, avec l'aide des archéologues, nous avons pu reconstituer le décor de sa partie haute. Le croisement des données de terrain et l'analyse de la mosquée de Cordoue permet de reconstituer l'édifice de Madinat. Une fois ce travail effectué, les archéologues peuvent enfin estimer combien de personnes vivaient dans la cité du calife. Plusieurs méthodologies ont été mises au point pour essayer de calculer la taille d'une population d'une ville à partir de la superficie de la mosquée. Cette méthodologie est celle d'Alexandre Lésine. Il a calculé que le petit tapis utilisé par chacun des fidèles devait mesurer environ 1 mètre carré. À partir de ce mètre carré, il a calculé la capacité d'accueil à l'intérieur de l'édifice dans le cas de la mosquée nord-africaine. Ici, on peut dire que 600 personnes pouvaient prier en même temps. À partir de la capacité d'accueil de cette mosquée, cette méthode de calcul permet aux archéologues d'estimer la population totale de Madinat al-Zahra. À mon avis, entre le personnel du palais et la population de la ville, parler de 10 000 à 12 000 habitants me semble être un chiffre raisonnable. Palais aux décorations somptueuses, mosquée luxueuse, jardin à système hydraulique sans équivalent en Europe, l'ambition d'Abd al-Rahman III se découvre au détour de chaque rue de la ville. L'émir est le maître de la cité la plus évoluée techniquement et la plus fastueuse d'Occident. Sur les fouilles, l'enquête progresse et des hypothèses commencent à être avancées. Plusieurs indices montrent que l'édifice découvert était proche du centre des activités économiques de la cité. Le bureau de change principal de la ville doit se trouver par ici. Il est également possible que le souk se trouve à côté. À côté de la mosquée et de la porte. Exactement. C'est la zone la plus active économiquement parlant. C'est celle du souk et de la mosquée.
Tous les échanges monétaires en lien avec la religion s'y déroulent. En plus, c'est un service public. Plusieurs monnaies ont été découvertes à Madinat al-Zahra. Elles sont étudiées ici, dans son musée. Dans l'un des ateliers de restauration, Imamounos Matute redonne vie à ces objets précieux. Ces pièces sont recouvertes de terre et le message inscrit est complètement caché. Le travail que l'on réalise ici est assez minutieux. On essaie de lui rendre sa lisibilité. L'objectif est qu'on puisse découvrir l'inscription dans son état d'origine. On doit le faire petit à petit car on doit enlever tout ce qui pourrait abîmer la pièce. Au total, ça peut durer un mois, parce que ces bains chimiques prennent du temps pour ne pas endommager la surface. L'émir de Madinat al-Zahra dispose d'un système monétaire indépendant qui témoigne de sa souveraineté économique sur le territoire d'Al-Andalus. Mais sur quoi repose cette économie? Comment Abd al-Rahman III finance-t-il le luxe sans limite de sa cité? D'où vient cette extraordinaire richesse? Les réponses à ces questions doivent parfois se chercher loin, très loin des fastes du palais de Madinat. En explorant chaque parcelle du territoire d'Al-Andalus, les archéologues ont découvert à sa frontière nord un site étonnant baptisé la Silias. Ce village agricole musulman, typique de la campagne d'Al-Andalus, s'étend sur 1 hectare. Pendant les fouilles du site, les archéologues ont fait une découverte inattendue qui remet en question ce qu'on pensait connaître du monde rural de cette époque. Donc on est dans l'un des nombreux silos du site. Il y en a une quarantaine à peu près sur l'ensemble de la plateforme. Et là on est dans l'un des plus grands, puisque les silos font entre 1,40 m et 2,20 m de profondeur. Celui-là doit être à peu près autour de 2 mètres. On voit avec une largeur qui doit être pas loin des 2 mètres également. Donc on est dans un des silos les plus grands. Ces silos servent au stockage du grain, dans des capacités assez importantes, puisqu'on a une capacité ici entre 4 et 6 mètres cubes de stockage. On a ici les marques des coups de pic pour tailler la roche. Chaque habitation a un silo, on a presque un silo par pièce. Il y avait une volonté, ou en tout cas une prévision de stockage qui était assez importante. Nous sommes confrontés à un monde paysan qui n'est pas aussi pauvre que l'image que l'on en a parfois, surtout pour le Moyen-Âge, et pour ce site. La présence de ces 40 silos ne laisse aucun doute sur le statut particulier de ce village. Les silos ont été conçus dès sa fondation, et l'énorme quantité de grains qu'ils pouvaient contenir dépassait très largement les besoins de cette petite communauté de quelques centaines de personnes. Mais que contenaient ces silos? Que cultivaient les paysans de la Silias? À Montpellier, au laboratoire de paléobotanique du CNRS, Jérôme Ross mène des recherches sur le monde rural d'Al-Andalus. L'analyse des restes végétaux découverts en fouille lui permet de décrypter l'économie agricole de cette époque.
Donc actuellement, je suis en train de réaliser un tri carpologique des échantillons qui sont issus de différents foyers domestiques de la SIAS. Et donc le but de la manœuvre, c'est d'extraire des restes carpologiques, donc des semences qui ont été consommées par les populations du site. Donc ici, nous avons des grains d'orge carbonisés. Et ici, nous avons une moitié de noyau d'olive carbonisé également, qui a été retrouvé dans un des foyers du site. L'examen de ces milliers de graines permet de déterminer la nature des cultures et l'alimentation des habitants du lieu. Les principales espèces végétales qu'on retrouve à la SIAS sont des plantes de culture, donc généralement des céréales, notamment de l'orge, du blé, du seigle et de l'avoine, et également des fruitiers qui ont été consommés par les populations du site, donc de la vigne, de l'olivier, du prunier. Les campagnes d'Al-Andalus sont donc très prospères et génèrent des revenus que l'émirat de Cordoue prélève sous forme d'impôts et de redevances en nature. Mais les recettes de cette agriculture florissante restent insuffisantes pour Abd al-Rahman III. Ses ambitions sont sans limite et ses besoins financiers immenses. Le jeune émir qui veut devenir calife doit étendre sa quête de richesse au-delà des frontières d'Al-Andalus. Il porte son regard beaucoup plus loin, sur un autre continent, pour se procurer le matériau le plus précieux qui soit, l'or. Il y a très peu d'or en Espagne, à Al-Andalus et dans la péninsule ibérique. Il n'y a aucune mine. La majorité de l'or vient d'Afrique. Celui qui contrôle le nord de l'Afrique contrôle le point final des routes caravanières. Il contrôle l'or. Abd al-Rahman III impose son influence sur le continent africain grâce aux routes commerciales qui partent d'Al-Andalus et s'étendent jusqu'aux confins de l'Afrique subsaharienne. Il contrôle les routes très lucratives des esclaves et de l'or et conforte sa prospérité. Sous son règne, Al-Andalus est désormais un empire militaire et commercial qui se déploie sur 2 continents. Le jeune émir doit maintenant afficher son projet politique aux yeux de ses sujets et du monde entier. Pour le faire, il utilise l'outil de propagande le plus petit, le plus symbolique, la monnaie. Après le long travail de nettoyage et de restauration, les plus belles pièces de Madinat al-Zahra sont conservées et étudiées à la Casa de la Moneda de Madrid. Dans les interstices de leur métal précieux, elles affichent avec ostentation les revendications politiques du nouveau calife et témoignent déjà de sa légende. La monnaie a toujours été un outil de propagande, et en ce temps-là aussi. Mettre le nom d'Al-Andalus, son nom ou ses titres califaux, c'est la meilleure des propagandes. Nous savons que l'atelier monétaire se trouvait à Cordoue, et quand Abd al-Rahman a déménagé à Madinat al-Zahra, il y déplace tous les services de l'État, y compris cet atelier monétaire. Sur les pièces, on n'inscrit plus Al-Andalus, mais Madinat al-Zahra. C'est une étape cruciale pour l'histoire d'Al-Andalus. Pour la première fois dans l'histoire d'Al-Andalus, Abd al-Rahman III fait frapper des monnaies en or. Cette décision est éminemment symbolique, et elle est un message pour le reste du monde musulman, car en principe, seul le chef des croyants, le calife de Bagdad, a le droit de frapper des monnaies dans le plus précieux des métaux. La défiance d'Abd al-Rahman III ne s'arrête pas là. Il met d'abord sur ses monnaies son titre religieux, qui est le plus important, Al-Imam al-Nasir li-Din Allah. Puis il ajoute son nom, qui est son titre de sultan, Abd al-Rahman, et enfin son titre de chef militaire, Amir al-Mouminin.
Il associe les deux pouvoirs, le religieux et le militaire. Il est à la fois le chef politique et le guide spirituel des dirigeants d'Al-Andalus. Ça veut dire qu'il se place au même niveau que le califat des Abbassides ou que le califat des Fatimides en Afrique du Nord. Son idée est de créer un État qui, techniquement, doit pouvoir s'étendre au-delà des frontières d'Al-Andalus. Abd al-Rahman III réalise enfin ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait osé faire. Il s'affranchit officiellement de l'autorité du calife de Bagdad et se considère désormais comme le seul et légitime chef des croyants. C'est une position idéologique et politique très importante à l'époque. Abd al-Rahman proclame « Mes ancêtres ont été califes, je réclame seulement ce qui m'est dû, je n'invente rien, je suis calife ». Riche et puissant, le calife de Madinat est alors une pièce maîtresse sur l'échiquier des souverains d'Occident et d'Orient. Au nord, il commerce et traite avec le royaume de Germanie. À l'est, il entretient d'excellents rapports avec l'Empire byzantin qui, comme lui, a pour ennemi le calife de Bagdad et la dynastie des Fatimides en Égypte. Et au sud, grâce aux tribus berbères du Maroc, il commerce avec l'Afrique subsaharienne. Abd al-Rahman III est alors à l'apogée de son pouvoir. Les princes et les souverains d'Occident et d'Orient envoient leurs émissaires pour découvrir les splendeurs de sa cité et solliciter ses faveurs. Le maître des lieux recevait ses ambassadeurs ici, au cœur du palais, dans le joyau architectural de la ville, le Salon Rico. Mais à quoi ressemblait ce chef-d'œuvre de l'architecture musulmane du Moyen-Âge ? Depuis un siècle, les archéologues ont trouvé des dizaines de milliers de fragments des panneaux de marbre qui recouvraient ces murs. Ils tentent de reconstituer ce décor, aujourd'hui disparu. Depuis son plus jeune âge, Salvador Escobar Montero reconstitue inlassablement ces centaines de puzzles. À cette époque, quand j'ai rejoint l'équipe, on m'a donné plusieurs missions que je devais accomplir. Un jour, le directeur du site, Félix Hernandez, m'a emmené au salon. Je n'en suis plus sorti jusqu'à ma retraite. J'ai travaillé ici 50 ans. J'ai manipulé beaucoup de pièces. Mais le salon, c'est quelque chose d'énorme. Je veux dire, le nombre de fragments sculptés se situe entre 20 000 et 50 000 pièces. Chaque panneau décoratif est unique. Les reconstituer un par un est donc un travail titanesque. Pour moi, le Salon Rico est toute ma vie. Pas seulement ma vie professionnelle, mais toute ma vie.
Pièce après pièce, panneau après panneau, les puzzles se recomposent et les décors somptueux du Salon Rico renaissent sous les yeux des archéologues. La différence entre ce bâtiment et les autres bâtiments du califat omeyyade, c'est que son décor recouvre entièrement les murs. Ce sont plus de 70 panneaux dans ce Salon Rico qui représentent le meilleur de la sculpture islamique du Xe siècle. Nous ne connaissons rien de comparable dans le monde omeyyade antérieur, ni dans le monde abbasside de l'époque. Mais que représentent ces décors? Quel message portent-ils? Cette décoration peut être interprétée en termes cosmologiques. La partie inférieure représenterait la nature et la partie supérieure, avec ce fond étoilé, représenterait le firmament. Le seul qui entre par cette porte est le calife. Une fois qu'il est entré, s'engage le cérémonial. Les sources écrites nous racontent ce que ressent véritablement un ambassadeur. C'est du saisissement et de l'admiration. Il est réellement ébloui devant cette merveille. Face au Salon Rico, les vestiges d'un bâtiment énigmatique intriguent depuis longtemps les archéologues. Quel est cet édifice? Pourquoi est-il construit de l'autre côté du bassin central, comme s'il avait un lien fonctionnel avec le Salon Rico? Les chercheurs ont découvert un premier indice dans les sources écrites. Les textes évoquent le Salon Rico comme étant le salon oriental, la pièce maîtresse du cérémonial califal. Mais la célèbre salle de réception de Madinat al-Zahra n'y est jamais nommée seule. Ces mêmes textes parlent également d'un mystérieux édifice construit en face du Salon Rico, le Salon occidental. Les indices fournis par les textes restent minces, et il faut aller plus loin pour comprendre la fonction de ce bâtiment. Ici encore, une reconstitution virtuelle s'avère nécessaire. Grâce à nos recherches, nous savons aujourd'hui que ce bâtiment était la salle de réception politique du prince héritier et que les deux bâtiments, le Salon Rico et le pavillon central, se faisaient face et reflétaient leur façade dans l'eau du bassin placé entre eux. La conception de deux bâtiments de réception politique, un pour le calife, un autre pour le prince héritier, est évidemment une nouveauté complète à Al-Andalus. Et cette idée de deux bâtiments, l'un à l'Orient et l'autre à l'Occident, est également liée au texte du Coran, car Dieu est le Seigneur de l'Est et de l'Ouest. Ces deux salons de réception sont donc une mise en scène du pouvoir du calife. Le Salon Rico est réservé à Abd al-Rahman III, et face à lui, le Salon occidental est destiné à son fils et futur successeur, Al-Hakam II. Le calife affiche ainsi la continuité dynastique aux yeux de tous. En l'an 960, la construction de la ville est achevée
et le pouvoir califal est alors à son apogée. Pourtant, un grand mystère entoure la suite de l'histoire de la cité. Les chroniques racontent qu'à peine 50 ans plus tard, Madinat al-Zahra n'est plus qu'une ville en ruine et abandonnée. Quels événements ont précipité le déclin puis l'abandon de la grande cité d'Abd al-Rahman III? À l'intérieur de la zone de fouille, les archéologues trouvent un premier indice pour répondre à cette question. Dans le laboratoire du musée de Madinat al-Zahra, Alejandro, spécialiste des métaux, étudie de près cet objet étrange. Il s'agit d'un fragment de porte. On voit la série de bandes métalliques qui couvraient la porte d'origine. On a un gond carbonisé, des tuiles du toit, des fragments venant sans doute de la façade, si on en croit le type de mortier utilisé, et les bandes métalliques de la porte. À en juger par la taille de ce qu'il en reste, elle devait mesurer environ 3 mètres de haut et 1,5 mètre de large. Il est probable qu'elle se compose de 2 battants. C'est très tentant d'imaginer à quoi ressemblait cette porte et qui a pu passer par elle. Pourquoi cette porte en particulier était-elle faite de métal? Normalement, elle n'était pas recouverte de plaques de métal, sauf si elles avaient une fonction particulière, comme une fonction protectrice ou quelque chose comme ça. Ici, on est plongé dans les poussières et les vapeurs de l'histoire. Intrigués par cette découverte, les archéologues poursuivent la fouille de cette zone et étendent leur sondage. Ici, nous sommes dans une zone qui conduisait de la place ouverte au bâtiment sur notre gauche. Et lorsque nous avons fait des fouilles ici, nous avons découvert les restes d'un grand incendie. Nous avons ici le sol qui date du Xe siècle. Par-dessus ce niveau, nous avons découvert une couche très noire, avec plusieurs morceaux de bois brûlés, que vous voyez ici. Sur cette couche noire sont dispersés des morceaux rouges et brûlés, qui sont des tuiles tombées du toit. Et il y a aussi des clous en fer qui proviennent du toit. Et au-dessus, nous avons des pierres qui sont tombées par-dessus et qui forment ici une couche blanche. Nous avons trouvé d'autres traces de feu dans Madinat al-Zahra. Par exemple, dans la mosquée, dans le salon Rico et à l'emplacement de plusieurs portes principales. Donc, à un moment donné, il a dû y avoir de gros incendies à plusieurs endroits de la ville. D'après les sources, nous savons qu'au début de la guerre civile de 1010, les gens ont pillé le palais. Cet incendie que nous avons découvert doit donc être une des traces de ce pillage, lorsque les gens saccageaient le palais parce qu'ils étaient en colère. Parce que ces gens étaient en colère. Comment Madinat al-Zahra a-t-elle pu connaître une guerre civile? Comment la splendeur retrouvée des Omeyyades a-t-elle pu être emportée si rapidement dans un chaos qui a détruit le joyau de cette dynastie? À Paris, au département des arts islamiques du musée du Louvre, un magnifique objet témoigne des luttes fatales qui ont provoqué la disparition de la cité. On ne connaît pas l'histoire de cette boîte à bijoux en ivoire, une pyxide,
ni l'identité de ses propriétaires successifs ou comment elle est arrivée au Louvre. On sait seulement qu'elle a appartenu au dernier fils d'Abdelrahman III, Al-Moughira. On sait qu'il y avait un atelier de production d'ivoire à Madinat Az-Zahra. Cette pyxide, elle est taillée dans une seule défense d'ivoire, à la fois le couvercle et la boîte elle-même. C'est un matériau extrêmement précieux et c'est un matériau qui est extrêmement rare et c'est pour cela aussi qu'il est recherché. Parce que tous ces objets d'ivoire sont destinés exclusivement au calife et à son entourage. Elle est taillée très profondément puisque les parois les plus fines font à peine quelques millimètres. Donc on a vraiment une taille très très profonde qui va jusqu'aux limites du matériau. Et c'est une technique qui semble émerger un peu du néant, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle émerge à Madinat Az-Zahra précisément à cette période-là. Délicatement inscrit dans l'ivoire, le décor de cet objet affiche le programme politique tout entier de la dynastie omeyyade régnante. Alors cet objet est couvert d'un décor complètement foisonnant qui occupe le moindre interstice. On a par exemple des lions ici, on a des capridés par là, on a des oiseaux, des paons, beaucoup de faucons. Le faucon, c'est aussi un symbole des Omeyyades. Et l'abondance de ce décor a donné lieu à une multiplicité d'interprétations. Je vais juste vous en donner un exemple avec la scène qui se trouve devant moi, qui est cette scène où justement on voit deux personnages sur une estrade avec ce joueur de luth au centre. Ces deux personnages peuvent être vus comme les représentations d'Hicham et d'Al-Moughira, les deux prétendants du pouvoir, qui sont placés sur la même estrade, c'est-à-dire sur le même trône, puisque dans le monde islamique, l'estrade, c'est le trône. Deux prétendants pour un seul trône. Leur rivalité a-t-elle provoqué la disparition de Madinat Az-Zahra ? Les chroniques racontent que le 15 octobre 961, Abdelrahman III disparaît à l'âge de 72 ans. Le grand calife laisse la place à son fils, qui meurt après seulement 15 ans de règne. Son petit-fils, Al-Moughira, devait lui succéder, mais il est assassiné sur les ordres de la favorite du calife défunt, qui parvient à placer son propre fils, Hicham, sur le trône. Hicham n'est alors qu'un enfant de 10 ans. Cette rupture dans la continuité dynastique déclenche une réaction en chaîne faite de coups d'État et d'intrigues de palais qui aboutissent 25 ans plus tard à une guerre civile. Madinat Az-Zahra est alors pillée et incendiée par les insurgés. Sur le chantier, l'ambiance est fébrile et les fouilles s'accélèrent. Une nouvelle découverte permet enfin d'identifier le mystérieux édifice que l'équipe fouille depuis plusieurs mois. Elle révèle aux archéologues que la cité est encore plus gigantesque que ce qu'ils avaient imaginé. Ces vestiges proviennent des arches. Ici, il y a les parties rouges et ici les blanches. Ce fragment appartient à la partie supérieure de l'arc, là où les pierres sont légèrement courbées. La séquence architecturale était composée d'une pierre rouge, une blanche, une rouge, et au-dessus des pierres en quinconce en rouge, blanc, et après en blanc et rouge. L'alignement des arches, dégagé par les chercheurs, montre la présence d'une galerie aussi longue que celle qui a déjà été restaurée au pied du palais. Pour Félix, c'est la clé du mystère qui permet de comprendre la nature de cet édifice. C'est très important. C'était une grande entrée du même type que celle qu'on connaît de l'autre côté de la place.
Donc c'était une grande place ouverte de 120 mètres sur 150 mètres. Ici, nous avons une image de la place telle que nous pensons qu'elle était. Avec une façade ici sur un côté pour le palais, et ici, la nouvelle façade que nous avons trouvée. Donc deux côtés similaires. Les fouilles révèlent qu'il n'y avait pas seulement une galerie qui marquait l'entrée du palais du calife. Il y en avait une autre, face à elle, qui en était la jumelle. Les deux galeries délimitaient une place vraisemblablement destinée aux fêtes et aux rassemblements. La porte, découverte au centre de la nouvelle galerie, était recouverte de métal et devait protéger le bâtiment auquel elle donnait accès. Cet édifice est donc très important aux yeux de la cité. Mais quelle était sa fonction? Pourquoi était-il construit en face du palais, comme s'il en était le jumeau? Nous manquons encore d'informations sur le type de bâtiment qui se trouvait de ce côté. Il est possible que ce soit un deuxième palais pour le prince héritier ou un autre bâtiment de nature plus fonctionnelle. Après de longs mois de travail, les archéologues profitent enfin d'un repos bien mérité et fêtent dignement leur découverte. Mais ils savent déjà que leur repos sera de courte durée et que Madinat al-Zahra leur promet encore de nouvelles énigmes à résoudre. Plusieurs années de fouilles seront encore nécessaires pour que la cité califale se découvre dans sa totalité et leur révèle tous ses secrets. J'ai été très impressionné par cet incroyable effort qu'a représenté la construction de Madinat al-Zahra. Le transport de milliers de blocs de pierre pour bâtir ces murs, le nombre d'artisans qui ont dû travailler pour réaliser ces décors si complexes, le raffinement, c'est impressionnant de redécouvrir ces espaces. Les cours allemandes et françaises ou les cours des royaumes chrétiens du nord de la péninsule n'avaient absolument rien à voir avec ça. On n'avait jamais vu quelque chose d'équivalent à Al-Andalus, avec ses nombreux palais, d'énormes structures, de gigantesques jardins totalement ouverts, et tout ça dans une seule et même ville. C'est vraiment unique. Aujourd'hui, les vestiges de Madinat al-Zahra sont les dernières traces du rêve d'un homme qui voulait restaurer la gloire de ses illustres ancêtres. Un homme qui voulait refonder ici l'empire perdu des Omeyyades et reconstruire en Occident ce que ses ancêtres avaient perdu en Orient. Des années après sa mort, en l'an 1013, le souvenir de sa ville est encore bien présent dans les mémoires. Le vénérable poète Muhyiddin Arabi écrit ces vers. De brillantes demeures étreintes par le crépuscule, où plus personne n'habite, devenu un désert. Ici, aux chanteurs solitaires tout effrayés et affligés, je demandais: à qui adresses-tu ta plainte et ta lamentation? Il me répondit: au temps passé, qui ne reviendra plus.